Galbé, c'est le philosophe, le prince des intelligibilités, l'archiduc du bon sens, le seigneur des noumènes, l'empereur des cognitivités complaisantes et amères. Mais Galbé, aujourd'hui, on va continuer la vidéo sur les regrets et les remords. Si les remords et les regrets nous paraissent appartenir au règne des états d'âme, je vous démontre dans cette vidéo qu'on peut les réduire à des influx nerveux, aveugles, naïfs et compulsifs qui sont dus au fait que le cerveau ne reconnaît pas le principe de temporalité. Donc cette réflexion, c'est la suite d'une vidéo qui parlait déjà des regrets et des remords. Si vous ne l'avez pas vue, il est plutôt judicieux d'aller la visionner au préalable, mais pas nécessaire. Comme vous voulez, je vous mets le lien en description. Pour résumer ce que je disais dedans, je répondais à la question de savoir s'il est préférable de vivre avec des remords ou avec des regrets. Et j'ai répondu d'abord que ces deux notions sont en réalité de même nature, qu'elles déboulent dans l'âme par les mêmes canaux, que l'élément de culpabilité qui réside dans le regret et dans le remords, c'est le même, que finalement l'un est contenu dans l'autre et l'autre dans l'un, et que malgré tout, pour répondre à la question, faut-il mieux vivre avec des regrets ou des remords, fallait selon moi répondre de façon pragmatique et conséquentialiste. Cela dépend du dommage au cas par cas produit par tel remords ou tel autre regret. Par exemple, certains vont dire que les remords c'est mieux parce que au moins ça montre qu'on a agi, oui peut-être, mais la curiosité est aussi un vilain défaut et dans l'histoire de l'humanité, on sait que l'imprudence dans l'action et la précipitation, ça peut mener à te faire perdre la vie. Alors vous me direz, si on perd la vie, c'est qu'on n'a même pas eu le temps d'avoir des remords, bon bref. Mais au-delà de la blague, j'ai pas de réponse définitive à donner. La question paraît en réalité creuse et naïve et répondre de la même manière en termes de principe me paraît bête aussi. Mais pour la vidéo du jour, dans cette réflexion-là qu'on va avoir maintenant sur les 20 prochaines minutes, il ne s'agit pas de ça. On va zoomer sur les processus qui créent ces croyances et les émotions qui en découlent et qui vient les faire émerger à la conscience jusqu'à les faire acquiescer par celle-ci, alors qu'il s'agit de croyances et que les informations contenues dans les regrets et les remords sont de fausses affirmations, sont des fake news. On va donc plonger tout de go dans l'erreur intellectuelle fondamentale dans le sens réel que l'on donne aux remords et aux regrets, mes BG Galbé. Quand je dis regret, ça veut dire remords, quand je dis remords, ça veut dire regret, parfois je veux dire regret, remords, remords, regret ou juste remords, peu importe. Considérez les deux comme la même chose, la même entité. Donc, les regrets et remords subsistent en nous à cause de pensées, de micro-croyances. Exemplifions la chose. La vidéo, elle n'est pas construite avec un petit 1, petit 2, petit A, petit B, tout ça, ça me fait déprimer. Moi, je suis quelqu'un qui a des phases de réflexion, comme des halos, comme ça, de réflexion qui émergent de ma pensée, mais c'est pas structuré, peu importe. Exemplifions donc. Souvent, on s'en veut parce qu'on se dit, mince, j'aurais dû et ou pu faire autrement dans le passé. Et on souffre sur la base de cette pensée. Cette souffrance-là, du regret et du remords, c'est un retour sur soi. Le moi souffre de sa propre morsure parce qu'il s'incrimine. Il s'identifie comme la cause de la mauvaise situation présente qu'il a causée donc dans le passé. Parce que là, si concrètement, t'as des remords et des regrets, mais t'as Dieu qui arrive et qui t'avoue que t'étais en réalité absolument déterminé à agir ainsi ou à ne pas agir ainsi dans le passé, bah tu serais d'emblée en grande partie guéri. Ton mal, ta souffrance se dissolverait dans l'instant. Donc la souffrance du regret-remords réside dans l'idée qu'on aurait pu et dû faire autrement. Or, on sait déjà que cette douleur, je m'en veux, et cette interprétation, j'aurais dû et pu faire autrement, elle peut varier. Par exemple, si tu souffres d'avoir refusé une proposition d'un business qui a pas mal marché à la suite sans toi, tu vas avoir des remords ou des regrets. Mais si à cause de ça, toi t'es parti je ne sais où et ça t'a donné l'idée de monter quelque chose d'autre et que t'as une meilleure réussite a posteriori, et plus encore même que si t'étais resté sur la première idée, bah ton interprétation elle va changer. Tu vas remettre en perspective et tu vas dire ok, bon, il y a une dialectique en réalité. En fait, finalement, j'ai bien fait de décliner le premier business, je suis mieux maintenant grâce à ça. Donc c'était le bon choix, j'aurais même pas dû avoir des remords ou des regrets, c'est ridicule, ils sont vains. Parce que grâce à ça, j'ai mieux fait après. Et vous voyez là, tout le sens que tu donnes à la trame narrative causale que tu avais interprétée, que tu avais jugée et qui te faisait du mal, ça va changer tout d'un coup et tu ne sentiras plus la morsure du remords. Autre exemple, tu as perdu une meuf pour X ou Y raison. T'es plus avec, et tu t'en veux parce qu'au fond tu l'aimais bien, et tu as le sentiment que c'est à cause de ton comportement que t'es plus avec, tu te sens mal, tu t'en veux, t'es perdu, t'es dans le flou. Et tu le regrettes. T'as des remords en réalité. T'as peur, tu te sens mal parce que t'as plus d'amour, t'es triste, tu sais pas si tu vas retrouver une telle relation avec la complicité que t'avais, etc. Bon, bah les remords que t'auras et la manière que t'as eu de saboter un peu la relation par ton comportement parce que t'étais pas sûr de toi, ces remords-là et tout, ils seront justifiés
tant que tu ne seras pas passé à autre chose, tant que tu n'auras pas autre chose, une autre situation aussi satisfaisante, voire plus que la précédente. Donc quand on croit déjà que les remords et les regrets, ils s'ancrent dans le passé et ils sont fixes, en réalité c'est l'inverse. Je viens de démontrer qu'ils ne sont pas fixes et dépendants du passé, mais dynamiques et relatifs au futur. Les remords et les regrets sont soumis à une dialectique temporelle et dépendent de variations causales que tu ne peux pas prévoir, que ce soit par le passé ou dans le futur. L'élément A cause un remords, il dure un laps de temps avant l'élément B qui annihile ce remords et rejustifie toute la séquence causale. Alors, l'élément remords-regret, il peut être perçu, on peut le voir comme une stratégie évolutionniste pour te faire avancer. En gros, se focaliser sur un truc que tu as raté par le passé pour pas le re-rater par le futur, quoi, truc logique. Mais l'idée phare du remords, qui tourne obsessionnellement dans une caboche, le fameux « j'aurais dû faire comme ça, j'aurais pu faire comme ça, je devais faire ça, je suis trop bête, blablabla », c'est tout simplement une croyance fausse. Cette pensée qui nous obsède, en réalité, elle nous ment. Ou c'est même pas qu'elle nous ment, c'est qu'elle se trompe elle-même. La réalité, et c'est marrant parce que je le dis honnêtement, je l'ai lu dans Schopenhauer après l'avoir pensé moi-même, et c'est ce qui fait que je me sens un peu frère d'âme avec Schopenhauer et que c'est mon philosophe préféré. Se dire qu'on aurait voulu faire autrement, ça veut juste dire qu'on voudrait être quelqu'un d'autre. Quand on a des remords ou des regrets, en réalité, c'est juste qu'on voudrait que le présent soit autrement qu'il ne l'est. Sauf que ton cerveau, il fonctionne pas ainsi. Il doit créer du sens, il doit se raccrocher à ce qu'il peut tenir pour responsable. Et on va expliciter, mais pour le dire très simplement, et là on va décortiquer, détricoter et tout, mais pour le dire simplement, l'erreur intellectuelle, elle réside dans un fait simple. Quand tu te dis « j'aurais dû faire ceci ou cela dans le passé », tu le dis avec les informations présentes. Et si tu le savais dans le passé, tu l'aurais fait. Donc ça veut dire que tu le savais pas. Donc, entre guillemets, ce n'est pas de ta faute. Et quand tu te dis « j'aurais pu faire ça dans le passé », oui, tu aurais pu, mais tu voulais pas. Et dans la vie, tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux pas vouloir ce que tu veux. Donc tu fais ce que tu veux, et ce que tu veux, c'est déterminé. Et si tu l'as pas fait, c'est que tu pouvais pas plus le faire que si tu l'avais fait. En gros, quand tu fais quelque chose, c'est parce que tu le veux, et quand tu fais pas quelque chose, c'est parce que tu le veux pas. Mais t'as pas le choix. Bon, ça, on va y revenir après. Ce que je veux dire maintenant, pour être plus technique, c'est que l'esprit, le cerveau, il fonctionne par couches de superposition et analogie. Personne n'a jamais voulu faire autrement que ce qu'il a fait dans la vie. Chacun est une machine réglée pour faire la chose optimisée. Le remords, il vient toujours après. Quelqu'un pourrait même se trouver stupide d'avoir eu tant de remords à une période en ayant compris que son remords et son regret l'amenaient ici ou là où il se trouve mieux éventuellement, ou tout simplement en comprenant que c'était complètement déterminé, qu'il était déterminé à agir comme il a agi, et on pourrait en arriver à la mise en abîme cocasse de quelqu'un qui regrette d'avoir eu des remords. Et encore une fois, à tort, parce que les remords qu'il a eus étaient explicables par le déterminisme et faisant encore partie d'un segment dialectique qui ont mené à sa rectification dans le futur. Autre élément, le remords il a un objectif. Ne pas reproduire un mécanisme qui a été en partie à l'origine d'une mauvaise situation. Donc l'esprit, il va s'obséder sur l'élément à l'origine négatif et va vous en tenir pour responsable, pour votre bien, pour qu'analogiquement, vous ne reproduisiez pas une situation comme celle-ci. Sauf que le cerveau, il fait des raccourcis. En fait, il peut remonter très simplement et intuitivement avec une évidence et un air de rationalité que telle situation découle de tel agissement, mais il prouve jamais dans les détails que tel agissement est de ta faute. Il te le dit tout simplement. Je veux dire en termes de libre arbitre. Il te montre jamais qu'en comprenant tous les facteurs environnementaux, etc. à tel moment, tu ne pouvais faire que ce que tu faisais et tu le croyais optimal. Et c'est pas son but à ton cerveau parce que ça lui prendrait trop de temps et ça dissiperait le remords dont le but est, à travers le désagrément mental, moral, de te faire agir différemment prochainement. Et ton cerveau, c'est pas son but. Il te précipite à te faire te sentir mal et à culpabiliser. Il te donne en fait une croyance vague qui fait extrêmement mal, qui a la couleur de la réalité et qui résonne comme la vérité en fait, cette douleur. Pour te faire agir différemment, tout simplement. Un peu comme tes parents peuvent te faire peur en te disant « ouais attention, il y a le croque-mitaine », donc tu flippes, mais au moins t'es sage, tu vois. Tu te couches, tu dors et le lendemain t'es en forme. Et on pourrait multiplier les exemples. Le truc à comprendre, c'est que le remords-regret, par la fausse évidence narrative qu'il affiche en nous, oblitère en fait le cheminement de l'analyse philosophique
qui nous enseigne que ceci est une croyance. Parce qu'effectivement, on agit toujours pour notre mieux. Et on fait ce qu'on veut dans la vie, mais on ne veut jamais ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est notre bien. On le fait. On n'avait pas en tête les conséquences d'un acte. Elles s'abattent sur nous. Si on les avait su, on aurait fait autrement. Mais on fait toujours ce qu'on croit bon. Chaque microseconde est investie par notre capacité de choix à faire le meilleur. C'est le principe de maintenance de notre être dans la vie. Et moi, par exemple, personnellement, la première fois que j'ai brillé, c'était en terminale, en philosophie, à la copie du bac. J'avais eu 18 et je compterais Descartes, c'était un commentaire de texte sur Descartes, Descartes, il justifiait le libre arbitre en disant que comme nous éprouvons des remords et des regrets, ça prouve qu'on a un libre arbitre. Parce que sinon, ce serait absurde de ressentir, d'avoir des remords et des regrets. Et comme on a des remords et des regrets, ça prouve qu'on aurait pu faire différemment par le passé. Sinon, il serait absurde. Voilà, c'est ce qu'il disait. C'est un argument donc de Descartes qui se tient, sauf qu'il oublie de dire que l'esprit, que le cerveau, ils peuvent se tromper. Ce qui est marrant pour Descartes, qui a des doutes hyperboliques de savoir si quand il voit une bougie, c'est vraiment une bougie où il y a vraiment de la matière. Il a des doutes sur tout, mais pas sur ce que lui témoigne son esprit quand ça lui permet de valider sa vision du monde. Comme c'est étrange. Voilà, mais ça c'est un petit aparté sur Descartes. Et en fait, en réalité, Descartes, dans son objection, il avait la réponse. Ces sentiments sont absurdes, ils nous trompent, et il faut reconnaître que notre cerveau, il peut nous duper. En fait, l'argument de Descartes, c'est un peu comme dire Dieu existe parce qu'on a peur de Dieu. Et avoir peur de Dieu, si Dieu n'existait pas, ce serait ridicule, ce serait absurde. Oui, sauf que une croyance. Alors là, je rentre pas de savoir si Dieu existe ou pas, etc. C'est un exemple. Imaginons qu'il n'existe pas. Oui, ce serait absurde de craindre Dieu s'il n'existe pas, et peut-être que ça l'est bel et bien, tu vois. Peut-être que c'est qu'une croyance et qu'on peut. Et le remords, c'est exactement ça, le remords et le regret. Voilà. Et toute l'analyse que je viens d'avoir, l'analyse évolutionniste et l'analyse le remords est un reproche qui te fait pour te faire attention à l'avenir. C'est une interprétation qu'on a et qui peut être perçue comme pertinente de dire oui, le remords, la nécessité du remords et du regret, c'est de nous faire gaffe à l'avenir pour pas nous faire répéter les mêmes erreurs. Ça, je peux souscrire à cette analyse, mais c'est une interprétation, je dirais, un peu trop humaine. Mais je l'ai quand même décortiquée parce que j'y adhère un petit peu. Mais vous allez voir à la suite que c'est encore plus prosaïque. Et on peut encore plus matériellement et biologiquement dire en quoi le remords est une erreur. Et donc là, on va passer à la deuxième partie, vous allez voir. Mais on va faire des médiations. Un sentiment, il est vrai en tant que sentiment. Une émotion est réelle en tant qu'émotion. Mais les postulats ou les substrats qui les génèrent peuvent être des croyances et peuvent être fausses. Et ces émotions et ces sentiments qui sont réels, on peut les annihiler en détricotant la croyance ou le postulat, l'erreur intellectuelle à la base de la création de ce sentiment et de cette émotion. Parce que réfléchissons bien. En réalité, c'est un peu facile a posteriori de regretter. Et on peut trouver des contre-exemples où on regrette pas a posteriori, mais on regrette même avant de faire l'action. Par exemple, un gars s'énerve pour X raisons. Il tape ou insulte quelqu'un violemment, et avant de le faire, il sait qu'il va le regretter. Mais il le fait quand même. Donc là, on pourrait dire ah oui, mais voilà, tu dis que les regrets, les remords, on les a a posteriori, mais là, il les anticipe avant et il le fait quand même, comme quoi il avait le libre arbitre et il pouvait choisir de le faire ou pas parce que il a su qu'il allait pouvoir le regretter. Et il le fait quand même. Donc son regret, il est valide parce que ça, il démontre bien qu'il avait le libre arbitre de le faire, etc. Mais en réalité, c'est du bidon, c'est un faux regret. Quand quelqu'un anticipe le regret qu'il va avoir, c'est pour se trouver une excuse, c'est pour s'auto-pardonner par avance. En fait, c'est pour se donner bonne conscience. La réalité, c'est juste qu'il pense que son geste, le fait de frapper ou d'insulter, va plus le décontracter que le regret à venir va le faire souffrir. C'est-à-dire que dans la balance, il a pesé le soi-disant regret et le soulagement de faire son truc méchant. Donc c'est un faux regret. Un vrai regret, ce serait que le mec, il se rende compte que par exemple, il a tapé trop fort et que la personne, elle a rendu l'âme. Tu vois, elle est décédée. Et là, il se dit mince, je vais aller en tôle. Et il s'y attendait pas. Mais là, il n'avait pas anticipé ce regret. Et c'est un vrai regret. Parce que c'est un regret qu'il pouvait pas anticiper. Et il aurait pas pu faire différemment. Il a fait ce qu'il a fait parce qu'il a voulu le faire. Et il a pas pu vouloir autre chose parce que s'il avait voulu autre chose et pu le faire, il l'aurait fait tout simplement. En fait, c'est juste qu'il n'avait malheureusement pas prévu toutes les conséquences et qu'il y en a eu une beaucoup plus grave que ce qu'il pensait. Et à ce moment-là, son regret, c'est oh là là, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pu faire autrement. C'est une erreur intellectuelle.
Il a fait ce qu'il devait faire selon son déterminisme programmatique. Quand il se dit qu'il regrette, ce qu'il voudrait en réalité, c'est juste que le présent soit différent. Voilà, tout simplement. Et à la rigueur, s'il le comprend, il souffrira de la situation qu'il vit, mais pas d'un surplus émotionnel négatif qu'il va ajouter à sa déception. Et c'est un peu ça, bon alors là j'ai pris un exemple extrême, mais c'est un peu ça le but de la compréhension des regrets et des remords. Et quelque part ça rejoint complètement d'ailleurs le stoïcisme, qui te dit que le monde est déjà trop cataclysmique, ce qui ne dépend pas de toi, pour en plus s'ajouter de la douleur à la douleur, tu vois. Et ça rejoint également la maxime mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Mais mal nommer les choses, c'est mal comprendre les choses, parce que quand tu nommes mal, tu comprends mal. On dit bien, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, donc mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, et mal nommer les choses, c'est mal les concevoir, donc c'est mal les analyser et mal les comprendre. Tout ça, voilà, là je viens d'improviser en plus d'ailleurs, avec ces maximes et tout. Donc voilà, on comprend où on est. Maintenant, je vais passer à l'analyse quasiment matérialiste des regrets et des remords. Pas matérialiste dans le sens philosophique, mais la compréhension la plus concrète et proche de la réalité, biologiste, du processus, de la mécanique des regrets-remords. En fait, le cerveau, il est naïf. Le cerveau, il ne conçoit pas le présent, le passé, le futur. Donc le cerveau, quand il te fait regret, remords là qui bourdonnent en toi, ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il réactive une zone cérébrale qui aurait pu mener à un acte différent dans le passé, motivé par l'imagination de la situation que tu te représentes. Il réactive la zone cérébrale dans le vide, en réalité, puisque la situation elle est plus là, pour que tu fasses l'action qu'il fallait faire. Mais ton cerveau, il comprend pas que la situation n'est plus là. Et comme il imagine la situation passée, comme tu lui fais imaginer la situation passée, en fait, il te donne des à-coups et des impulsions. Et c'est ce qui frustre intensément dans les regrets-remords, c'est quand tu as envie vraiment de retourner dans le passé activement et de changer les choses, mais tu te vautres dans une impasse parce que c'est impossible. Mais ton cerveau, il a un bug à ce moment-là. Il délire quasiment pathologique parce qu'il veut pas le comprendre. Il ne peut pas le comprendre. Mais il voudrait pour que tu fasses maintenant ce que tu juges nécessaire et ce qui est voulu par toi maintenant. Sauf que l'imagination produite par ton cerveau, elle le trompe en fait, exactement comme dans une pathologie mentale. L'imagination produite par ton cerveau, qui est quasiment une hallucination, le trompe. Parce que cette imagination, elle lui donne le départ, les starting blocks, pour lui faire rejouer la zone cérébrale qui serait à l'origine de la motivation de ta volonté pour faire une action. Et c'est cet imbroglio, c'est cette espèce de nœud qui crée la démangeaison ultime, psychologique, le malaise, dans le regret et le remords. Elle lui donne en fait cette impulsion mise en échec immédiatement. De refaire ceci, de refaire cela, de faire différemment, de ne pas faire, etc. Parce que concrètement, ton cerveau, il fait pas la différence entre l'imagination et la réalité et entre le passé, le présent et le futur. D'où les ressassements dans lesquels tu veux retourner dans le passé et changer les choses. Quand t'es gosse et que tu regardes un film qui fait peur, bon, t'y repenses le soir quand tu vas te coucher dans ton lit, et même des fois quand t'es pas gosse, t'y repenses le soir, t'es un peu en état d'alerte, tu te ranges les pieds dans les draps, etc. et tu te dis qu'il pourrait se passer quelque chose, enfin, tu sais qu'il peut pas se passer quelque chose, sauf que ton cerveau, lui, il a pris la matière environnementale et il l'a incorporée, donc il a des peurs irrationnelles. Il a des peurs et un malaise irrationnel parce que tu sais, toi, que ça va pas arriver. Sauf que lui, il fait pas la différence entre le film qu'il a vu et un truc réel. C'est pour ça que les émotions qu'il ressent sont réelles en tant qu'émotions, même si elles sont basées sur une erreur d'interprétation intellectuelle, disons, à la base. Ton cerveau, il a enregistré cette possibilité, cette éventualité qui est fausse. Le cerveau est un enfant. Et le cerveau est j'aime pas le dire comme ça, parce que je dis de façon péjorative, alors qu'il n'y a rien de péjoratif en réalité, mais ton cerveau est un autiste. Et pour moi, c'est celle-là l'analyse la plus subtile des remords et des regrets. Là, vraiment, faut bien comprendre. À la rigueur, même prenez note et regardez les 2 dernières minutes que je viens de dire. On a vraiment détricoté en quoi le cerveau ne comprenait pas les processus de passé, de présent et de futur. Et il applique un automatisme sur des images fantasmées par l'imagination qui le bullshit et le matrix lui-même. Donc, le remords, c'est en réalité un influx nerveux avant tout. Et c'est impossible, mais ton cerveau ne le comprend pas. D'où la frustration que tu ressens. Et attention, quand je dis ton cerveau ne le comprend pas, quand toi tu réfléchis et que tu analyses rationnellement les choses, c'est aussi ça passe aussi par ton cerveau. Mais quand je dis ton cerveau est bête, c'est un enfant et tout, c'est parce que toi ta faculté de pensée, d'analyse consciente et rationnelle,
elle procède du cerveau, mais c'est pas la même chose que les regrets, les remords, les émotions, ou voire les angoisses que ton cerveau t'impose à ta conscience qualiatique. L'angoisse, les remords et tout, ton cerveau te l'impose. Et toi, tu dois dominer ça par ton intelligence active, rationnelle, consciente. Et cette réflexion, à faire cette analyse, c'est exactement comme une MAJ sur informatique. C'est une mise à jour. On sait très bien que mettre à jour un ordinateur ou des applications ou des logiciels, c'est les mettre en phase avec l'environnement actuel. C'est encore une histoire de passé et de présent et de futur. Et c'est exactement comme ton cerveau. Faire une analyse pour comprendre et détricoter tes névroses, c'est faire une mise à jour. C'est exactement pareil. Il faut le remettre en phase avec l'environnement actuel et présent pour ce qui se dissocie du passé et qui devienne fonctionnel. Et le cerveau, au-delà du fait qu'il est, on va dire, le substrat et le soubassement, la fondation subtile d'un niveau de conscience élevé, dont la conscience se sert pour définir un paramètre qualiatique, bref, en termes de données et d'informations, il est exactement comme un computer. You know what I mean? Le cerveau, c'est comme un computer. Les mises à jour du computer, c'est les analyses conscientes, actives, rationnelles du cerveau pour le refaire redémarrer et le refaire redevenir fonctionnel. Et je dis pas ça, je suis pas matérialiste parce que je dis ça. Hein. Je suis plutôt non-dualiste, moi. Mais on en reparlera encore dans les vidéos ultimes sur la conscience, mais c'est des vidéos avec un niveau d'abstraction et de concentration qui n'est pas évident à avoir, déjà moi pour écrire, et vous pour le comprendre. Donc pour résumer, il y a une erreur intellectuelle et une erreur de croyance à la base des impacts et des émotions négatives générées par les remords et les regrets. L'erreur intellectuelle, elle est basée, on va dire, sur la réflexion qu'on a eue au début, sur le déterminisme, sur le fait qu'on peut faire ce qu'on veut, mais on peut pas vouloir ce qu'on veut, etc. Et que si on avait les informations, on l'aurait fait. Donc ça rend stupide l'histoire de s'en vouloir, alors qu'on n'aurait pas pu faire autrement, sinon on l'aurait fait. Et l'erreur de croyance, elle est basée sur la juxtaposition, l'analogie et l'imagination qui troll le cerveau, qui vient donner des influx nerveux alors que le passé est terminé. Mais ton cerveau, il n'arrive pas à le comprendre. Alors que s'il comprenait, comme je pense que vous l'avez compris maintenant, je pense que vous vous sentez déjà plus soulagé. Dans l'erreur de croyance, c'est déjà un processus intellectuel, quoi. Et même dans l'erreur intellectuelle, libre arbitre, déterminisme et tout, il y a aussi une croyance au libre arbitre absolu, machin. Et c'est pour ça que je disais l'interprétation de base que j'ai renouvelée, qui dit oui. C'est une stratégie évolutionniste, c'est pour que tu refasses pas les mêmes erreurs dans le futur. Ça, c'est une interprétation déjà un peu subjective que nous, on plaque sur les intérêts, sur les buts des remords et des regrets. Mais moi, je pense que la réalité, elle est beaucoup plus terre à terre. Et je pense qu'elle réside dans le fait que le cerveau, c'est un organe aveugle, naïf, enfantin. Dans votre cerveau auquel il ne faut pas s'identifier, il y a encore l'enfant en vous, hein, qui était à la fois spontané, intuitif, mais naïf et crédule, en réalité. Et l'un des secrets dans la vie, c'est qu'il faut savoir s'identifier à rien d'autre que sa capacité de raisonnement. Et ça, c'est peut-être le philosophe qui parle, mais parfois, il faut savoir s'oublier en tant qu'entité. On n'est pas notre corps, on n'est pas on n'est qu'une chose, c'est notre logos, c'est notre capacité consciente, active, de réfléchir. Et la réflexion, c'est la guérison, tout le temps. Et là, ce qu'on vient faire, c'est une forme de débunkage donc, de notre cerveau pour comprendre l'inanité des remords et des regrets qui découlent d'une erreur intellectuelle et qui peut nous perdre et nous donner le sentiment désagréable que vous avez peut-être vécu si vous êtes névrotique comme moi. Ce sentiment qu'on a fait des erreurs, que la vie est ailleurs, que nous vivons une vie qui n'est pas la nôtre, que ceci, machin chouette, que cela, qu'on devrait, on aurait, machin truc. Or, tout ça, et qui est l'un des principaux mots humains, tout ça n'est que fiction. Et on s'en rend compte quand on le comprend. Mais c'est une fiction probablement nécessaire, c'est-à-dire que c'est peut-être encore la meilleure fiction que votre cerveau peut vous donner à manger. C'est parce que quand vous n'avez pas encore réfléchi, médité, compris, vous ne comprenez pas dans le sens où vous ne dénouez pas. Et quand vous dénouez pas, votre cerveau il préfère encore vous donner des croyances, des représentations, des pensées, des sentiments dans un cadre névrotique mais encore basé sur la réalité plutôt que de vous donner des pathologies. En gros, votre cerveau il préfère vous donner des croyances que des pathologies. Ce serait plus dur à supporter.
Et vous avez encore du chemin, vous avez encore de la marge. Des pathologies mentales concrètes, je veux dire. Alors que quand on comprend, on dénoue un univers mental qui se traduit dans le cerveau, car tout est connecté. Je veux dire, les pensées, elles ont un substrat cérébral physique réel, d'énergie, quoi, je veux dire, d'un flux nerveux électrique. Quand vous comprenez, vous dénouez un univers mental qui se traduit donc dans le cerveau par une recirculation de vos hormones. Je veux dire, la compréhension intellectuelle est au mental, au psychique, à l'esprit et au cerveau physiquement, ce que la chirurgie est au corps, aux veines, aux artères, etc. Ça se traduit dans votre cerveau par une meilleure circulation de vos hormones, l'amygdale se comporte mieux, votre neuroplasticité évolue positivement de manière générale. Je veux dire, voilà, il y a un substrat physique qui se modifie en réponse à votre ressenti métaphysique, si j'ose dire. Voilà. Vos circuits neuronaux se rééquilibrent et vous devenez meilleur. Et l'esprit et la compréhension, comme je disais, c'est le plus important parce que le soubassement physique de tout ça, parce que tout a une équivalence physique dans l'existence qualiatique. Hormis la conscience, mais ça c'est encore un autre débat. Votre cerveau est un continent. À vous de le gérer et de gérer la compréhension philosophique de vos pensées pour réparer tout votre mal-être en totalité, bébé égale B. Mais pour ça, il faut de la concentration, de la réflexion, de l'introspection, de l'inspection tout simplement. Et notamment bien comprendre le cheminement que je viens de vous faire à travers cette vidéo, bébé égale B. J'espère vraiment que cette vidéo va vous intéresser, va vous donner des pistes de réflexion que vous n'aviez pas abordées par vous-même précédemment dans votre vie personnelle. Et on se dit à bientôt dans la playlist philo pour réfléchir ensemble sur la conscience et le transhumanisme. Encore une grande vidéo qui arrive, mais je vous dis à bientôt, see you next time guys.